pour répondre aux questions. Donc, bienvenue tout le monde pour ce webinaire sur la science ouverte 101. Donc, l'objectif, c'est vraiment de juste s'assurer qu'on comprend mieux c'est quoi la science ouverte, puis qu'on ait assez d'éléments pour que, comme chercheur, vous puissiez vous positionner, bien comprendre, dans le fond, quelles pratiques vous voudriez explorer, est-ce que c'est pertinent dans votre domaine disciplinaire, puis de comprendre un petit peu les signaux faibles et les signaux forts là, pour comprendre les changements qui ont lieu actuellement. Donc, pour cette fin, le plan que je vous propose, c'est de voir c'est quoi le contexte politique qui influence le contexte politique canadien, de voir c'est quoi les caractéristiques de la science ouverte, puis d'aller voir ensuite, dans les faits, c'est quoi qu'on observe comme pratique chez les chercheurs, puis on terminera avec un petit volet plus concret là, qui montrerait un peu une plateforme là, qui encourage vraiment là, un ensemble de différents produits là, couvrant des pratiques ouvertes. Puis je vous propose une petite grille de cheminement là, que vous pourrez évidemment adapter là, pour juste vous encourager peut-être à réfléchir sur des pratiques que vous pourriez peut-être explorer. Donc, le contexte politique, quel est-il au Canada? Bien, le Canada, on ne peut pas dire que c'est un chef de file en sciences ouvertes, dans le sens où, en 2015, déjà en Europe, ils avaient vraiment des objectifs de sciences ouvertes là, au niveau stratégique, là, dans la façon de financer la science. Alors que nous, dans la même période, au Canada, on venait de se doter d'une politique demandant aux chercheurs subventionnés de publier en libre accès. Donc, on va le voir bientôt, le libre accès, c'est juste un aspect de la science ouverte. Alors, en Europe, ils couvraient des dimensions beaucoup plus larges, incluant le libre accès. Puis au Québec, c'est seulement en 2019 qu'on a eu une politique sur le libre accès. Ce qui fait que nos chercheurs québécois, en termes de cadre normatif, c'est assez récent là, que ça influence un peu plus et que les chercheurs sentent une pression vers la science ouverte. Puis même au Canada, notre feuille de route pour la science ouverte, elle date de février 2020. Donc, mais on voit que lentement mais sûrement, en tout cas, notre environnement normatif là, est modelé par, j'ai envie de dire, les idéologies autour de la science ouverte. Je dis idéologie parce que, tu sais, l'entreprise scientifique, c'est une entreprise humaine, donc elle a, oui, toute sa rigueur dans sa démarche, mais elle est située socio-historiquement avec ses contraintes économiques et il y a différents parties impliquées là-dedans qui n'ont pas toutes les mêmes aspirations. Donc, ça veut dire que j'essaie de faire des efforts pour vous présenter les choses le plus neutre possible, mais moi-même, j'ai des convictions par rapport à la science ouverte. Puis il y a des éléments donc, qui ne sont pas documentés nécessairement par les faits de la science, mais qu'on se dit tous, comme c'est le gros bon sens, c'est une bonne chose, par exemple, qu'on publie en libre accès. Alors, par exemple, on a un impératif de transparence qui est quand même très présent dans notre société. Puis, on peut voir, je vais vous donner 2 exemples d'affirmations avec lesquelles on peut ne pas être d'accord ou au contraire, se sentir complètement interpellé. Donc, ici, il y a un chercheur qui, lui, dit... contrairement aux lois et aux saucisses, le public devrait voir la science pendant sa fabrication. Donc, on vous comprend l'idée. Donc, ouvrons tout, il ne faut plus qu'il y ait de boîte noire. Un autre chercheur, lui, est beaucoup plus critique face à la science ouverte. Il va dire qu'il y a des racines néolibérales dans ce grand mouvement-là, en disant que c'est en fait un artefact du régime actuel néolibéral de la science qui va reconfigurer nos institutions, la nature même des connaissances, afin de juste mieux se conformer aux impératifs du marché. Donc, vous irez voir son article très intéressant à lire, mais ça, comme je vous dis, il n'y a rien qui est 100% tout fondé là, par des connaissances scientifiques. Donc, il n'y a pas un consensus clair, ce qui fait que on peut se dire, peu importe, on ne réglera pas la question ici. Mais ce qui est certain, c'est qu'on semble identifier des problèmes dans la conduite de la science. Puis la science ouverte semble, en tout cas, prétend répondre à ces besoins, à ces problèmes-là. Mais
peu importe, là, ce qu'on sait certainement, c'est que nous, on va pouvoir s'inspirer de ces pratiques-là. C'est vraiment l'objectif avec le webinaire. Donc, par exemple, quels seraient les problèmes que la science aurait aujourd'hui? Là, j'ai mis un extrait de la feuille de route canadienne pour la science ouverte. Puis ça dit, dans le fond, dans la feuille de route, pourquoi la science ouverte. Puis on énumère toutes les raisons. Puis on peut se dire, c'est un peu parce que si on fait ça, c'est parce que ça vient régler certains problèmes sous-jacents. Donc, par exemple, on voit qu'il y aurait des problèmes pour nos organismes de financement pour s'assurer qu'il y a une performance financière des recherches qui sont subventionnées. Il semble avoir des problèmes de reproductibilité des résultats scientifiques. On dit qu'il y aurait un problème au niveau de la confiance du public. On voudrait que la recherche soit plus efficace. Ensuite, oui, là, le terme accéléré, aussi, ça, on pourrait l'identifier une espèce de mythe moderne, mais bref, il semblerait que la science soit trop lente, puis que la science peut-être ne serait pas assez inclusive, qu'il y aurait peut-être des groupes minoritaires qui ne trouvent pas suffisamment voix. Donc, tous ces problèmes-là, on ne discutera pas ici pour savoir est-ce que c'est vrai que ce sont des problèmes typiques de la science contemporaine et des problèmes qui existent peut-être depuis toujours. Donc, c'est ça. On va pas. C'était juste qu'on peut mettre la table que. On prétend que la science va régler tous ces problèmes-là. La science ouverte réglerait tous les problèmes. Bon, probablement pas, mais l'idée, c'est qu'il y a certainement de quoi qui se passe actuellement là, dans ce grand mouvement international duquel on va pouvoir s'inspirer pour nos propres pratiques. Donc, on va aller voir c'est quoi les caractéristiques de la science ouverte. Donc, il y a des chercheurs qui ont analysé là, les différentes pratiques qu'ils pouvaient observer. Puis, ils ont classé tout ça selon 5 écoles de pensée qui structurent donc le mouvement de la science ouverte. Donc, c'est pas, là, je dis la science ouverte, là, mais c'est plein de parties prenantes qui n'ont vraiment pas toutes les mêmes aspirations. Donc, il y en a qui vont vraiment militer pour que mettons, si je prends l'école démocratique, là, ils vont militer pour que l'accès aux connaissances soit gratuit pour tous. Donc, tous les produits de la science, là, articles, données de recherche, les codes développés là, pour des logiciels de recherche, tout ça, il faudrait que ce soit gratuit, accessible et gratuit pour tout le monde. Ceux qui sont dans l'école publique, eux, vont plus militer pour que la science soit donc accessible aux citoyens. Ça veut dire que les chercheurs devraient faire davantage de vulgarisation pour mieux faire connaître la science auprès des citoyens. Il y a même aussi, donc, pas seulement la conversation avec les citoyens, mais que les citoyens devraient participer à la recherche. Donc, on va intégrer les citoyens dans des équipes de recherche à certaines étapes ou bien ça va être des projets de recherche où les citoyens peuvent prendre une part active. Là, donc, on va appeler ça de la science citoyenne. Au niveau de l'école pragmatique, eux, ils vont s'attarder à essayer de régler des problèmes que la recherche soit plus efficace, là, parce que des fois, ça arrive que des équipes travaillent sur c'est exactement le même problème où on finance 2 fois de suite le même projet parce que les données n'ont jamais été publiées, par exemple, puis on s'en rend pas compte, puis on fait 2 fois le même projet. Donc, eux, ils vont beaucoup valoriser tout ce qui vient augmenter la collaboration. Et puis, bon, on a l'école des infrastructures qui, eux, se disent avec toutes les nouvelles technologies, les technologies rendent des choses possibles qui n'étaient pas possibles avant. Là. Donc, il y a vraiment cette approche-là très technologique, mais c'est aussi l'idée qu'on veut être autonome dans nos technologies. Donc, je pense que ça va sur les écoles de pensée. Puis de ça, ben, il y a différentes pratiques vraiment de sciences ouvertes. Donc, vous allez sûrement voir le lien assez clair avec ce que j'ai dit avant. Donc, les pratiques les plus connues, c'est évidemment qu'on publie en libre accès nos publications, qu'on partage aussi nos données de recherche. Ça, on sait que c'est un peu plus compliqué. Là, quand on va donner ouverte, on sait bien en sciences avec les projets avec les recherches, les projets avec des sujets humains, on sait bien que c'est compliqué là, quand on dit données ouvertes. Ce qui fait que dans le mouvement de la science ouverte, c'est plus le partage des données en respectant les principes FAIR.
ça, je n'arrive pas dans les détails, mais c'est l'idée qu'on comprend qu'il y a un spectre d'ouverture. Donc, oui, l'aspiration, c'est que les données soient ouvertes à tous gratuitement, tout est transparent, mais s'il faut fermer, on ferme ce qui doit l'être. Donc, c'est l'idée d'un spectre d'ouverture. Comme autre pratique, on va voir en lien encore avec l'idée d'ouvrir tous les contenus à tous, bien, il va y avoir des ressources éducatives libres maintenant. On est habitué à nos étudiants de leur faire acheter des manuels, mais on voit maintenant des universités qui ont carrément une offre d'inscription de cours à zéro cost qui disent les étudiants donc n'ont à débourser aucun frais dans l'achat de manuels, ce sont que des ressources éducatives libres qui sont utilisées pour ces cours-là. Donc, c'est l'idée qu'on veut l'accès pour tous aux connaissances scientifiques, bien, ça passe par une éducation avec des pratiques ouvertes. D'ailleurs, bon, si vous voulez vraiment plus d'informations sur les ressources éducatives libres ou le libre accès, j'ai des collègues qui vont donner des webinaires cette semaine. Je pense que c'est mercredi sur Archipel, où on va vraiment vous expliquer plus en détail comment concrètement publier en libre accès. Puis j'ai mon collègue Jean-Michel jeudi qui fait un webinaire sur les ressources éducatives libres. Vous allez sur le site des bibliothèques voir le programme de formation. Bon, dans la même idée, on a donc l'accès au code. Donc, c'est aussi dans l'idée d'un libre accès, mais c'est dans le cas des codes sources associés aux applications qui sont développées dans le cadre de la recherche, c'est aussi pour s'assurer que tout l'investissement financier qu'on fait nous donne une certaine autonomie avec nos technologies, qu'on ne soit pas prisonnier de technologies propriétaires, si possible. Puis sinon, on a le côté très collaboration là, qui est très valorisé en sciences. On l'a vu précédemment avec l'école pragmatique. Donc, il va y avoir des journaux de bord maintenant là, pour soit les carnets de laboratoire, le journal de terrain. Là, ben, maintenant, c'est rendu électronique. On peut vraiment inviter les collaborateurs. Donc, tout ça, ça facilite beaucoup plus plutôt que d'avoir ce qui est écrit sur une copie papier. Donc, on voit vraiment avec les technologies qu'il y a effectivement des pratiques qui ont changé en passant dans le monde numérique. Puis les nouvelles applications qui se développent là, pour les chercheurs, très souvent, on va voir, bon, quand je dis réseaux sociaux académiques, il va y avoir des fonctions de collaboration, de communication, de suivre un autre chercheur. Là, on pense typiquement à ResearchGate, mais il y a d'autres applications qui se développent, là, ils vont maintenant, c'est presque tout le temps présent, là, qu'on assure la possibilité de communiquer avec les chercheurs qui sont présents sur ces plateformes. Bon, puis pour la collaboration, bien, là, il y a évidemment le module sciences citoyennes là, qui s'est ajouté. C'est que non seulement on collabore entre chercheurs, mais il faut collaborer avec la société civile carrément. Et puis, comme autre pratique de sciences ouvertes qu'on peut catégoriser, c'est tout ce qui concerne la révision par les pairs, qui là aussi a eu des explorations pour son ouverture. C'est qu'il y a eu des problèmes de, comment dire, bon, des cas de fraude, des cas de... mettons, des billets de publication, à cause de la révision par les pairs classique, là, on attribuait en tout cas ces problèmes-là au fait que c'était une révision qui est complètement fermée, c'est qu'il y a lieu en double aveugle, puis on identifie donc des faiblesses, puis on pense qu'en ouvrant les processus, ça pourrait donc éviter, mettons, comme on a tendance à ne pas publier les résultats qui sont négatifs. Mais en ouvrant tout, en voulant ouvrir des processus de la science et tout, bien là, on comprend l'importance de publier aussi des résultats négatifs. Même chose pour les cas de fraude, bien, si on ouvre, on discute un peu plus avec les auteurs, on peut poser plus de questions. Donc, bon, je ne ferai pas donc une présentation juste sur la révision par les pairs ouverte, mais c'est de voir que certains problèmes qu'on a identifiés, on se dit, bien, en ouvrant le processus de révision par les pairs, on va pouvoir régler une partie de ces problèmes-là. Donc, ce schéma-là, je l'ai pris d'une plateforme d'apprentissage européenne qui est dédiée à la formation à la science ouverte. Puis, moi, j'actualiserai ce schéma-là en ajoutant aussi un module concernant l'enregistrement des protocoles, qui est aussi une pratique de science ouverte qui se développe dans plusieurs disciplines. Je vais tout de suite vous parler un peu plus en détail de ce module-là. Donc,
comment positionner l'enregistrement des protocoles en sciences humaines. C'est de façon traditionnelle. OK, mettons, le chercheur fait publier son manuscrit, puis mettons, le lecteur ou même en processus de révision, l'évaluateur se pose des questions, dit « Ah, il me semble que je vais y aller très simple, du moins, c'est dommage, je n'ai pas accès au questionnaire qu'il a utilisé, je me pose, c'est incomplet. Juste avec l'article, j'aimerais ça savoir s'il y a eu telle question. » Ben là, tout l'effort est sur les épaules du lecteur, sur les épaules du réviseur qui doit faire la demande à l'auteur. Hey, est-ce que ça serait possible d'avoir accès à tel matériel que tu as forcément produit dans le processus de production de ta recherche? Donc, c'est très lourd, c'est très fermé. Puis donc, le processus de recherche est considéré comme une boîte noire. On se fie juste à ce qui est présent dans l'article. Et puis là, ben ben, le fait que c'est en boîte noire, ben, il y a des affaires qu'on ne sait pas ce que les chercheurs peuvent faire. En fait, il y a des pratiques qu'on dit discutables. Donc, on n'est pas au niveau de la fraude scientifique. On est vraiment au niveau de pratiques qui sont tolérées, mais qui affectent la qualité des connaissances produites. Puis donc, c'est ces pratiques-là que du fait qu'on traite le processus de la recherche comme une boîte noire, ben, des fois, on ne peut pas savoir est-ce que le chercheur a vraiment été rigoureux dans sa façon de fonctionner. Par exemple, le chercheur collecte des données, puis à un moment donné, avec les résultats préliminaires, il voit que ce que je voulais voir comme effet, bien, dans le fond, je l'ai. Je vais arrêter de collecter mes données. Ça ne vaut pas la peine que je continue 2 mois de plus, par exemple. J'ai déjà, tout semble dire que c'est confirmé. Donc, alors que peut-être que 2 mois plus tard, il aurait peut-être vu d'autres données qui venaient complètement pas dans le sens qu'il voulait. Mais en prenant cette décision-là, de ne pas respecter son protocole de recherche initial, c'est un exemple, c'est que là, nous, on ne sait pas la publication que le chercheur a fait cette modification-là. Donc, c'est une pratique discutable qui affecte la qualité des connaissances qui sont produites. Bon, il y a d'autres types d'erreurs. Ça peut être le chercheur collecte les données, avec en vue d'un test statistique, puis finalement, en voyant ces données, il dit il commence à changer son hypothèse. Donc, la démarche ça s'est vu en tout cas dans la littérature, puis c'est ces exemples-là que quand on voit l'article, on ne sait pas que le chercheur a modifié son hypothèse de départ. Donc, pour répondre à ces exemples-là de pratiques discutables, on s'est dit il faut ouvrir la boîte noire, il faut avoir accès au processus de recherche. Comment s'est produit la recherche. C'est là qu'au niveau des revues, il y a des initiatives qui ont vu le jour, où on demande, dans le fond, c'est plus au lecteur ou au réviseur de faire tout l'effort. On demande à l'auteur de partager des contenus, soit avec des liens privés, soit carrément publics sur le web. Bref, là, il y a toutes sortes de scénarios possibles, mais c'est l'idée qu'il faut faciliter l'accès au matériel qui a été produit dans le cadre de la recherche, les analyses, de partager les données. Je vais peut-être aller tout de suite sur le web montrer des exemples. Bon, là, il faut que je descende ma barre de Zoom. Ça ne sera pas très long. Attendez, si je viens ici, ça c'est, là, mes exemples sont tous sur Open Science Framework. Là, je parlerai un petit peu de la plateforme tout à l'heure. Mais ici, c'est un exemple d'un article qui a été publié dans une revue, mais ici, on a accès à certains matériaux. Puis on voit ici que c'est, par exemple, juste le questionnaire utilisé pour répondre les questions qui ont été demandées aux participants. Donc, ça, c'est pas très compliqué comme niveau de partage. Puis, il peut y avoir un niveau, on va tout le temps plus loin par exemple, dans l'analyse. Ici, on va carrément voir le code qui aurait été développé pour aller analyser des données. Ici, on est vraiment avec des fichiers Excel qui contiennent les données collectées. C'est un peu ce que le schéma voulait représenté ici. Là, plus on va vers le centre, là, plus on partage du matériel qui est très proche là, de la démarche cognitive du chercheur. Puis, dans le fond, le dernier cercle, que je n'ai pas encore
parler, ce serait l'enregistrement du protocole de recherche. Fait que là, on est vraiment comme le chercheur va publier avant de collecter ces données, là, il va afficher, je pense collecter mes données de telle façon, avec telle hypothèse, etc. Et puis là, après, il ne touche plus. Il fait sa collecte, il fait son analyse. Puis après, ce que ça implique, c'est que s'il doit dévier, ça se peut là, qu'en cours de route, c'est important d'aller faire une exploration parce que l'hypothèse testée, mettons, n'est pas concluante. Bien, c'est correct. Au moins, ça s'est fait en transparence plutôt que de faire semblant que, OK, si moi, j'ai changé d'hypothèse, c'est pas ça. Donc, c'est pas qu'on va empêcher l'exploration, c'est de juste être très conséquent avec le protocole de recherche. Donc, puis pour publier le protocole de recherche avant de le rendre public, ça peut être soit une démarche qui est donc autonome du chercheur. Donc, sur Open Science Framework, je vous montrais qu'il y a une place où vous pouvez publier vos protocoles de recherche, mais il y a carrément des revues qui vont faire une révision du protocole de recherche là, avant que tout soit commencé. Puis c'est même une forme d'engagement en disant « Ah oui, ton protocole de recherche est vraiment bien. Donc, on va publier ton article. Peu importe là, que les résultats soient intéressants, pas intéressants, ça va être publié, mais l'article va être évidemment évalué une deuxième fois pour la qualité de l'article lui-même. On va tenir compte du protocole de recherche initialement publié. Donc, tout ça, c'est dans l'idée d'améliorer la rigueur des résultats qui sont présentés. Vous pourrez aller voir, je vous donnerai le PowerPoint là, bientôt dans le chat. Il y a un exemple d'une revue qui a tout un numéro spécial où ils ont demandé à tous leurs chercheurs de préenregistrer les protocoles de recherche, puis qu'ils ont fait comme ça une révision par les pairs sur les protocoles de recherche avant de faire la révision sur les manuscrits. Je pense que celle-là, j'ai assez dit qu'est-ce que c'est. Maintenant qu'on a une bonne idée de ce que ça peut représenter, là, la science ouverte, les différentes pratiques associées à ce mouvement-là, on peut se dire, bon, ben là, OK, dans nos universités, est-ce qu'ils s'en balancent du mouvement de la science ouverte? C'est parce que si les universités prennent ça au sérieux, ben c'est sûr qu'à un moment donné, nos chercheurs vont devoir aussi répondre à des environnements politiques institutionnels. Donc, c'est ce que la European University Association, donc, eux, ils ont interrogé. J'ai pris des données comme ça d'Europe parce que vous vous souvenez au début, je vous ai dit qu'en Europe, ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils sont dans un mouvement de sciences ouvertes. Donc, c'est intéressant de voir, eux, avec les années d'avance qu'ils ont sur nous, qu'est-ce que ça a comme effet au niveau des institutions universitaires. Donc, eux, ils ont interrogé 272 il y a 272 universités européennes qui ont répondu à leur sondage. Puis globalement, on voit qu'ici, il y a différentes pratiques là, de sciences ouvertes, dont plusieurs, je vous ai parlé avant. Puis on voit que justement, l'enregistrement des protocoles, là, plus on s'éloigne de la limite du cercle, moins on est. Moins c'est important ou moins c'est implanté. C'est les deux lignes bleues, c'est les variables qui ont été étudiées. Donc, les protocoles de recherche, on voit que ça n'a pas encore fait beaucoup son chemin au niveau des institutions universitaires, évaluation ouverte, recherche citoyenne, ce n'est pas encore très, très fort, mais on voit que publier en libre accès, gestion des données de recherche, déjà, ça top un peu plus. Je vais juste vous résumer ici, c'est peut-être les pratiques là, les plus courantes, surtout pour notre contexte à nous. Là. Donc, quand même, pour la science ouverte en général, là, la valeur stratégique là, de ce mouvement-là, on voit que c'est quand même assez présent dans les universités européennes. Puis quand même sur le 59 là, on voit que la majorité, là, ça monte à 90-91 pensent se doter même d'une politique. Donc, tout ça pour vous dire que si ça se passe en Europe, éventuellement, on peut imaginer que nous aussi, on va commencer peut-être à avoir des politiques de sciences ouvertes dans nos propres institutions.
Si on va spécifiquement au niveau de la publication en libre accès, bien, en Europe, ça top super fort, 90%, oui, très, très important. Puis il y en a 60% des répondants qui ont une politique puis des services dans leur institution. Alors, nous, au Québec, c'est commencé. On a l'Université de Montréal qui a une politique institutionnelle, l'Université Laval. Est-ce que nous, à l'UQAM, un jour, on en aura? C'est à voir. Au niveau de la gestion des données de recherche, là, c'est un peu plus variable. Puis ça vient peut-être du fait qu'il y a des universités qui ont répondu qui sont très spécialisées. Là, mettons, en technologie ou en santé, c'est sûr qu'ils ne vont pas répondre de la même façon qu'une université qui est plus spécialisée en arts et humanités, par exemple. Mais quand même, c'est de 55 à 70% d'importance. Puis au niveau de l'implantation, c'était quand même pas mal moindre. Là, mettons jusqu'à 25% ou plus qui ont une politique ou des services là, dédiés à la gestion des données de recherche. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans le contexte de l'UQAM, bon, on n'a pas de politique, quoique dans nos politiques, on mentionne que l'UQAM a signé j'ai oublié la déclaration de Berlin, par exemple, pour le libre accès. Donc, on encourage, mais on n'a pas de politique spécifique. Puis, ce que je dirais, c'est qu'en termes de gestion de données, ce qui est intéressant, à l'UQAM, on n'a pas de politique. On a actuellement plus de services en soutien en gestion de données de recherche qu'en publication en libre accès. Mais c'est pour dire, donc, il se passe quand même des choses sur le terrain au niveau de l'implantation à l'UQAM. Ensuite, en passant, l'UQAM a signé l'appel de Jussieu. Donc, c'est un ensemble de signataires individuels d'institutions qui disent comme quoi ils encouragent la science ouverte. Donc, l'UQAM est signataire depuis 2018. Alors, maintenant, on va aller voir dans les faits, qu'est-ce qu'on observe comme pratique chez les chercheurs. Donc, je veux m'assurer avant que pour le libre accès, qu'on s'entend sur une définition. Il peut y avoir plusieurs définitions, mais si je prends celle qui vient de l'initiative de Budapest, il faut comprendre que le critère fondamental pour une publication en libre accès, c'est qu'elle doit être gratuite en lecture. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait un obstacle, il ne faut pas qu'il y ait une barrière technique pour l'accès aux dits articles. Donc, et si ça demande la création d'un compte pour pouvoir télécharger le PDF, là, déjà, on commence à s'éloigner de ce que c'est qu'une publication en libre accès. Et puis, normalement, il faut que l'accès soit immédiatement disponible en libre accès. Déjà, au Canada, Québec, on commence à dévier parce que nos politiques fédérales et provinciales tolèrent jusqu'à 12 mois de délai. Mais donc, en termes de sciences ouvertes, là, quand on dit publier en libre accès, là, ça respecte le gratuit, pas d'inscription, puis c'est immédiatement disponible. Et puis, en plus, on va demander qu'il y ait une couche qui décrit c'est quoi les conditions d'utilisation. Dans une perspective de sciences ouvertes, il faut donc, on publie en libre accès, puis on donne la permission aux gens de faire des adaptations au matériel qu'on a produit. Donc, si j'ai un article scientifique, on va autoriser qu'il soit traduit. En principe, ça serait ça. Si j'applique une licence qu'on voit ici, là, si c'est bête, il faut juste donc attribuer. On respecte moralement l'œuvre, mais on a le droit de la traduire, on a le droit de faire de la fouille de texte dedans. Donc, on a encore du chemin à faire, mais dans une perspective de sciences ouvertes, c'est ce que ça implique du libre accès. Donc, au niveau des chercheurs, donc là, ici, j'avais trouvé une étude qui sont attardées sur les chercheurs-chercheuses qui sont en début de carrière. Mais puis, on voit que chez ceux qui sont dans des domaines en sciences de la santé, sciences de la vie, là, la pratique de publier en libre accès est assez répandue. Mais globalement, quand même, c'est intéressant. Là, on est plus qu'à 60, c'est plus que 60% dans les autres domaines. Donc, le libre accès là, commence vraiment à faire son chemin. Bon, dans le cas des chercheurs en début de carrière, j'ai plus ceux-là, vu que je sais qu'au webinaire, j'ai des étudiants qui viennent, puis que c'est notre élève. Donc, on essaie aussi de voir, dans le fond, c'est de voir c'est quoi les signaux actuels là, pour un futur pas si loin de notre science. Par contre, quand on regarde ces chercheurs en début de carrière, c'est quoi la pratique en fonction de leur situation géographique? Bien, on voit qu'en Amérique du Nord, on a encore du chemin à faire par rapport au Royaume-Uni et Europe. Là. Ça vient peut-être du fait qu'en Europe, ils ont un environnement normatif qui date de plus longtemps.
Mais on voit que c'est ça la tendance. Donc, peut-être si pour vous, vous dites, ah, il me semble, je ne sais pas, libre accès, ben, c'est peut-être juste une question que notre changement culturel est encore à se faire comparativement en Europe. Puis comme la science internationale, ben, à terme, on n'aura pas le choix, je pense, de composer avec des impératifs européens. Puis là, ben, ici, j'ai une étude qui montre comment nos chercheurs qui sont subventionnés par les institutions de recherche en santé du Canada, eux, donc, doivent publier en libre accès. En fait, eux, depuis même avant 2015. Mais bref, ce qu'on constate juste, c'est que même si on a une politique de libre accès du fédéral, il y a quand même presque 25% des chercheurs qui ne se conforment pas à la politique. Donc, on voit que le changement culturel est encore à faire. Et puis, si je vais maintenant plus au niveau du partage des données, je reste encore avec les chercheurs des instituts de recherche en santé du Canada. Ben là, on voit qu'il y a quand même pas mal... j'ai calculé si on considère soit que les données sont accessibles ou qu'elles sont disponibles si on le demande, bien, ça monte quand même à peu près à 67% des répondants qui auraient des pratiques de partage. Donc, là encore, ça vient confirmer. Pour moi, c'est des signaux qui montrent que ça s'installe. Puis quand les disciplines finissent par se polémiser. On a des gens en psycho qui travaillent avec des gens en santé, même chose, on peut être en travail social, puis travailler, puis tout ça, bien, quand tu vois les pratiques de tes collègues, bien, ça te fait réfléchir sur tes propres pratiques. Ici, je suis dans une autre étude là, qui venait montrer c'est quoi la fréquence du partage des données dans le temps. Non, c'est toujours la même encore avec l'Institut de recherche des études de recherche en santé du Canada. Bon, moi, c'est moi qui ai rajouté la ligue jaune. J'ai juste montré que ceux qui partagent ou qui, au moins, qui disent que les données sont disponibles, ben, ça, c'est une mention qu'ils font dans l'article, ben, on voit que ça augmente dans le temps. C'est vrai, donc ça vient juste confirmer la tendance que j'avais mentionnée juste avant. Okay. Les circonstances qui motivent les chercheurs à publier, ben, c'est beaucoup du fait que ça donne une visibilité à leurs travaux, plus d'impact, donc des chances d'avoir de nouvelles citations. Et puis, par rapport à la gestion de données, si on veut partager les données, ben, il faut planifier ce partage-là. Puis ça, c'est une étude qui est faite par Digital Science, c'est une compagnie, c'est commercial. Les grands intérêts commerciaux qui soutiennent Digital Science. Là, en fait, c'est une compagnie qui est quand même importante là, dans les infrastructures qu'ils offrent là, dans le domaine des sciences. Puis, donc, ils ont mené une enquête, puis parmi les répondants, là, eux, à chaque année, ils vérifient c'est quoi l'état des données ouvertes. Là. Et puis, ils voient qu'en comparaison de 2018, là, la dernière enquête montre qu'il y a une progression. Les gens font soit presque toujours ou la plupart du temps, là, on voit que ça a augmenté. C'est vraiment la production d'un plan de gestion de données de recherche. C'est une pratique qui commence à s'établir de plus en plus. Et puis, même chose, j'ai parlé un peu des principes FAIR. En fait, les principes FAIR pour guider le partage des données, c'est qu'on s'assure que nos données sont faciles à trouver, qu'elles sont accessibles. Dans le accessible, ben, si on doit fermer, on ferme, mais ce qui peut être ouvert, on l'ouvre. C'est ça l'idée de l'accessibilité. C'est mis dans des plateformes, des dépôts qui sont interopérables pour que les systèmes d'information puissent se parler entre eux. Et puis, les données doivent être très, très bien décrites pour qu'elles soient réutilisables. Ben, ces principes-là, maintenant, c'est de 2018 à 2020, on voit qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui peuvent dire qu'ils sont familiers avec ces principes-là. Donc, ça gagne, la sensibilisation gagne vraiment beaucoup de terrain. Ou bien sinon, il y en a au moins entendu parler. Donc, tout ça encore, ça vient confirmer comment les signaux faibles ou forts, là, ça vient s'imprégner éventuellement dans nos pratiques ici. Puis finalement, pour l'ouverture de la révision par les pairs, c'est quoi que les chercheurs ont vécu comme expérience?
Donc, ici, il y a une étude qui montre que c'est beaucoup plus les chercheurs qui sont dans le domaine des sciences de technologie, sciences médicales, sciences biomédicales, sciences de la vie. Ils ont publié dans des revues qui leur demandent beaucoup plus de participer à certaines pratiques d'ouverture. En comparaison, dans sciences humaines et sociales, le pourcentage est moindre. Mais c'est que ça a commencé. Moi, quand je regarde, en 2016, j'ai commencé à m'intéresser à ces dynamiques de communication savante. On trouvait très, très peu d'initiatives en sciences humaines et sociales. On voit que ça gagne du terrain. Et puis, ils avaient différentes affirmations en demandant est-ce que ça rend la révision par les pairs meilleure, pire ou sans effet? Les répondants, on voit qu'ils sont plutôt favorables à ce que les interactions ouvertes entre les auteurs et les évaluateurs, ils croient vraiment que ça aide à améliorer la révision qui est faite sur leur manuscrit. Là, je passe vite. Là, je voulais juste au moins que vous voyez un petit peu que ces pratiques-là commencent à s'établir vraiment chez les chercheurs, puis que l'accueil est plutôt favorable ou en développement. Donc là, il nous reste je pense que pour les 10 prochaines minutes, je vais vous parler un petit peu d'Open Science Framework, puis après, s'il y a des questions, on pourra y répondre. Donc, Open Science Framework, c'est une plateforme qui est produite par comment ça s'appelle déjà? Le Center for Open Science. Oui, c'est ça. Attendez, je vais déplacer mes outils Zoom. L'icône que vous voyez en haut à droite. Donc, c'est une organisation à but non lucratif. Elle est basée aux États-Unis. C'est surtout des intérêts philanthropiques des individus, des organisations. Ça peut être des organismes de financement, des institutions de recherche, enfin, toute organisation qui rejoint la mission du Center for Open Science. Donc, eux vont faire aussi des dons. C'est comme ça que l'organisation se finance. Et puis, donc, ils ont plusieurs produits forts. Donc, il y en a un que j'irai bientôt vous montrer un peu l'interface. Donc, à la base, le Open Science Framework s'est fait connaître comme étant une plateforme où on peut, en phase active de projet, là, on peut déposer des documents, s'ajouter des collaborateurs, avoir une place où on peut partager des fichiers. Puis quand on met un fichier, il y a une date, on voit toutes les actions qui ont été posées. Il y a vraiment un log des activités qui sont maintenues sur le projet. Donc, dans ce sens-là, ça vient aider à assurer c'est ça, la gestion du projet, il y a un versionnage des fichiers. Mais ils ont développé d'autres plateformes, une qui permet la diffusion de prépublications. Si vous organisez une conférence, vous pouvez sur Open Science Framework centraliser toute la soumission des propositions de communication. Et puis, ils ont une plateforme où on peut aller enregistrer un protocole de recherche sur un projet. OK, ce que je vais tout de suite vous montrer. OK. Je vais aller sur le web vous montrer ce que ça a l'air. Bon, ça, j'en ai plus besoin. Bon, ça, c'est un exemple. Si je vais sur Open Science, vous faites juste chercher OSF là, pour arriver à la page. En fait, la page d'accueil, c'est la page où on peut se loguer pour voir nos projets personnels. Donc là, moi, je suis loguée, fait que probablement qu'il va m'afficher mes projets bientôt. Ici, je pourrais voir tout ce qui existe dans tout ce que j'ai pu créer ou tout ce à quoi je collabore dans Open Science Framework. Mais sur la page d'accueil, donc, on peut aller choisir juste la plateforme sur les prépublications. Là, vous pourriez aller naviguer, mettons, je vais aller voir en architecture, il me dit que j'ai des prépublications, puis là, je pourrais aller consulter. Je préfère donc une recherche de littérature grise sur Open Science Framework, mais pour vous, ça peut être une façon aussi de publier à cet endroit-là. Surtout, je pense aux étudiants. Là, Archipel, vous êtes ouvert. Si vous assistez à la présentation là, de mercredi, vous avez accès à Archipel, mais c'est assez encadré. Là. Si vous voulez vraiment comme publier
des documents qui ne sont pas encore validés par les pairs, ben, ici, vous avez accès à cette plateforme-là. Il y a Open Science Meeting. Ici, on le voit. Là, si je clique maintenant sur cette conférence-là, mais on va voir qu'on peut tout centraliser les soumissions d'articles à cet endroit. Et puis, ici, c'est un exemple où je viens déposer des protocoles de recherche. Là. Vous pourriez aller voir de quoi ça ressemble, à quoi ça ressemble le contenu d'un protocole de recherche. Et puis ici, ça, c'est un exemple d'un projet que j'ai créé, là, que vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça contient. J'ai toujours une partie wiki, là, je pourrais aller éditer puis commencer à écrire. Là. Il va y avoir du texte qui présente c'est quoi le contenu. Je peux y télécharger des fichiers, comme ici, moi, j'en ai mis un. Puis, si je clique sur le fichier, comme ici, il est simple, il peut me faire une prévisualisation, mais ce que je veux montrer, c'est qu'il me l'indique, c'est une version 1. Puis si je faisais un dépôt, je pense que j'ai changé ce fichier-là. Si je viens l'ajouter, normalement, il va détecter que j'en ai fait une modification, puis il va me l'identifier comme étant version 2. Pour ça, il faut vraiment que je garde le même, même nom de fichier pour qu'il fasse version 1, version 2. Si je change le nom de fichier, bien, il va les traiter différemment. Mais donc, ça peut être une façon pour une équipe là, de gérer un versionnage de fichiers. Si je reviens pour qu'on voit qu'est-ce qui est possible de voir, je pourrais ajouter des composantes. Si j'ai des sous-sections, à chaque fois que je crée une composante, je vais avoir tout le temps la même chose. Pour chaque composante, je peux la décrire, je peux y mettre des fichiers. Puis c'est là que, quand je parle que l'équipe peut gérer un peu qu'est-ce qui se passe dans son projet de recherche, là, bien, on voit toutes les activités. T'sais. Un tel a écrit tel chat, est allé modifier telle zone. Une telle a ajouté un fichier. Donc, ça pourrait être peut-être un outil complémentaire à penser dans votre gestion active du projet de recherche. Je vais revenir à ma présentation. Oups. Non, je ne l'ai pas. OK. Donc, là, je vais passer très rapidement là, sur la plateforme. L'objectif, ce n'était pas de vous former tant Open Science, mais au moins de courtiser, là, voir est-ce que ça peut être quelque chose d'intéressant à envisager. On a quand même des plateformes. Là, à l'UQAM, vous avez accès à OnCloud pour les chercheurs. Les étudiants avec OneDrive, vous avez accès à pas mal. Mais pour les étudiants, c'est vraiment l'aspect collaboratif. Moi, dans un projet Open Science Framework, bien, je peux ajouter des collaborateurs, échanger. Donc, là-dessus, avec OneDrive, ça ne se ferait pas de la même façon. On peut faire des commentaires, là, mais bon, en fait, ça serait de voir selon vos besoins. Mais si jamais là, vous créez un compte et que ça se peut que vous mettiez certaines données de recherche qui ne sont pas sensibles là-dedans, parce que quand même important, c'est quand vous allez créer, donc assurez-vous de choisir une localisation de serveur qui est située au Canada pour que ce soit des lois canadiennes qui vont s'appliquer, qui vont avoir préséance sur les données. C'est juste de report de soucis, mais donc ça serait dans la bonne pratique pour être certain qu'il n'y ait pas de problème éventuel advenant. Enfin. Puis quand vous créez votre projet, attendez un petit peu. Okay, ici, je vais juste montrer c'est quoi les composants. Si, tant que vous êtes dans votre projet, il n'est pas public. Si vous décidez de le rendre, bien, premièrement, vous n'êtes pas obligé de le rendre public. Hein. Vous pouvez créer un lien privé, puis toutes les personnes qui vont voir ce lien-là vont avoir accès au contenu. Ça peut être intéressant comme fonction. Mais si vous décidez de le rendre public, bien, assurez-vous à ce moment-là d'attribuer une licence là, pour que les lecteurs sachent « Ah, qu'est-ce contenu-là, qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec? » Si vous ne voulez pas que, en fait, puis Open Science, comme est en faveur d'une science ouverte, ben, c'est soit une licence qui permet de la réutilisation ou bien
qui va, c'est ça, soit très public, là, complètement public, aucun droit d'auteur, rien, là, ou bien au moins une attribution. Mais si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ces licences-là, il y a la possibilité de choisir no license. À ce moment-là, il va y avoir une phrase qui se dit qu'il y a un copyright, puis là, ben, les gens devront communiquer avec vous. Mais au moins, prenez la peine de l'indiquer, parce que quand il n'y a pas d'infos, on ne sait pas quoi faire, puis c'est pas, en tout cas, c'est pas une bonne pratique, ça complique les choses. Et puis finalement, je finis avec une proposition d'une grille de cheminement. J'ai mis des exemples de pratiques de sciences ouvertes. J'indique un peu traditionnellement qu'est-ce qu'on fait. Mettons, pour la publication en libre accès, bien, des fois, on n'y pense même pas. Là, on publie dans telle revue parce qu'on l'aime bien, que les bon, bien coté et tout, mais on ne va pas vraiment aller vérifier c'est quoi ces pratiques de libre accès. Fait que des fois, on publie en libre accès sans s'en rendre compte. Bon, tant mieux. Mais l'idée, c'est qu'au moins, faites une vérification, dire est-ce que ma revue où je veux publier, est-ce qu'elle a des stratégies de publication en libre accès? D'être au moins conscient, parce que des fois, il y a des revues qui sont avec un abonnement, mais qui permettent de publier l'auto-archivage. Fait que ça pourrait être, dans le fond, comme cheminement, bien, vous prenez le temps de vérifier c'est quoi les pratiques des revues que vous prospectez ou vous prospectez publier, puis de voir c'est quoi les solutions, puis si votre manuscrit est accepté dans la revue, d'implanter la solution que vous avez retenue. Bon, là, il peut y avoir une progression. L'idée de la cible 1, c'est de le faire au moins pour au moins trouver une revue. Puis après ça, la prochaine cible, ça peut être de vraiment appliquer. Vous dites, ben, j'ai le droit d'auto-archiver, ben, je vais auto-archiver. Maintenant, je fais aussi une distinction avec la littérature grise parce que, bon, on parle beaucoup de la publication en libre accès des produits révisés par les pairs, mais on a beaucoup de rapports de recherche là, qui sont très importants là, dans certains domaines disciplinaires. Puis ils vont être sur le site web d'une chaire ou même des fois, ils vont dormir sur un serveur. Ils ne sont pas tout le temps bien mis en valeur. Donc, de vous assurer là, que vous déposez ces littératures grises-là dans Architect, dans vraiment des systèmes d'information qui se parlent entre eux et qui vont augmenter la visibilité de vos résultats. Enfin, vous pourrez voir la grille. Là, je ne vais pas prendre plus de temps que ça, vu qu'il y a déjà les 48. Là, je veux laisser la place à des questions. Mais, donc, vous réfléchirez, vous pouvez vous dresser vous-même un plan, là, dire tiens, je vais poser telle action pour explorer la culture de la science ouverte. Donc, je vais arrêter mon partage, puis s'il y a des questions, je vais être très heureuse d'y répondre. Vous pouvez les écrire dans le chat. Je vais arrêter